Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Les Illuminati, des lumières aux théories du complot. Une génération après la sortie du film de Tomb Raider en 2001 où Lara Croft démasquait une assemblée secrète des Illuminati tenue à Venise, ces derniers ont à nouveau pris d'assaut Hollywood et le cinéma mondial. Dans le dernier opus de la franchise Marvel, sorti l'été 2022, Doctor Strange est jugé dans l'espace par leur tribunal. La pop culture et l'univers des jeux vidéo ne sont pas en reste. La chanteuse Rihanna serait Princess of the Illuminati. Le rappeur Mathias Cassel, alias Rockin' State, revisite l'histoire américaine d'un point de vue conspirationniste dans Illuminati 666. Tandis que l'épisode Unity de la série des jeux vidéo Assassin's Creed entreprend de dévoiler les ressorts cachés de la Révolution française à grand renfort d'alliances secrètes entre Illuminati et Templiers. Si la puissance et l'actualité du mythe Illuminati ne font donc pas de doute, en revanche, on découvre avec surprise qu'il s'est construit en quelques semaines, en 1797, sous les plumes d'un ancien jésuite français en exil à Londres, l'abbé Augustin Barruel, né en 1741 et mort en 1820, et d'un scientifique écossais, John Robinson, né en 1739 et mort en 1805. Le premier publie alors les premiers volumes des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, où tous les contre-révolutionnaires des 19e et 20e siècles viendront chercher les clés d'un effondrement qui les terrifie et les révulse, celui de la monarchie française millénaire et de la France catholique, victime du complot tramé par les philosophes, les sociétés de pensée, les clubs jacobins, avec le concours des illuminés de Bavière et des francs-maçons. Quant à Robinson, le titre de son livre fait l'effet d'une bombe, car il forge le mot Illuminati et apporte les preuves de conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements d'Europe, ourdis dans les assemblées secrètes des Illuminés, des francs-maçons, des sociétés de lecture, etc. Le livre paraît alors qu'à Londres, le Parlement anglais débat d'une loi sur les sociétés secrètes qui vise à interdire les groupes radicaux soupçonnés de vouloir ouvrir les portes des îles britanniques aux jacobins français. Le succès de ces deux livres est tel qu'en quelques semaines, ils franchissent l'Atlantique et émeuvent l'opinion. Leur lecture dans la presse américaine donne naissance à la New England Illuminati Square, la terreur Illuminati sur la Nouvelle-Angleterre. Elle doit beaucoup aux frères Timothy et Theodore Dwight, deux respectables pasteurs calvinistes conservateurs, et à leurs sermons qui dénoncent le complot Illuminati contre l'Amérique, pour faire de jeunes Américains des dragons de Marat, et de leurs sœurs des concubines des Illuminati. Ces derniers se prépareraient, en effet, à voler la prochaine élection présidentielle de 1800 en remplaçant le président sortant, John Adams, par leur candidat, Thomas Jefferson, qui se serait vendu aux jacobins français lorsqu'il était ambassadeur des États-Unis à Paris. Certains pensent même que les Illuminati ne sont pas étrangers à la mort de George Washington en 1799. Plus de 2 siècles après l'élection prétendument volée à Jefferson, une autre réélection manquée, celle de Donald Trump en 2020, a réveillé la peur des Illuminati, aussi bien dans la mouvance QAnon que parmi les assaillants du Capitole en janvier 2021. Entre-temps, elle ne s'est jamais totalement assoupie, car c'est la force des lectures conspirationnistes du monde d'être périodiquement réactivée pour dévoiler au public naïf les fils cachés d'une histoire secrète à l'œuvre depuis des siècles. C'est à ce titre que de nombreux Américains continuent de voir dans la Statue de la Liberté le cheval de Troie des Illuminati offert par les néo-jacobins français de la Troisième République pour détourner l'Amérique de son alliance privilégiée avec Dieu. Quant au président Franklin Roosevelt, il aurait également fait acte de soumission en plein New Deal dans les années 1930 en adoptant pour le billet de $1 plusieurs symboles. L'œil qui voit tout, ou œil de la Providence,
et la pyramide inachevée. Et le nouvel ordre du monde, en réalité, la mauvaise traduction de la devise latine « Novus Ordus Seclorum », nouvel ordre des siècles. La date de 1776 ne renverrait donc pas à l'indépendance des États-Unis proclamée et célébrée tous les 4 juillet, mais bien à la fondation d'un ordre secret en mai 1776 par Adam Weishaupt, alias Spartacus, dans l'ordre. Car derrière tout mythe se cache une histoire que les tenants du mythe relisent et réécrivent sans cesse. Les Illuminaten, car c'est leur nom, n'échappent pas à la règle. L'initiative de leur fondation revient à un seul homme, Adam Weishaupt, né en 1748, mort en 1830, ancien élève des Jésuites, professeur de droit canon à Ingolstadt, dans la très catholique Bavière de la fin du XVIIIe siècle. Alors que l'ordre des Jésuites a été supprimé par le pape en 1773, Weishaupt veut réunir autour de lui des étudiants prometteurs pour les éveiller aux Lumières et, grâce à lui, faire reculer l'obscurantisme, les ténèbres de l'ignorance. Il s'agit donc d'un authentique projet des Lumières, somme toute assez banal, sauf qu'il est aussi marqué par l'intérêt de son concepteur pour les cultes à mystère de l'Antiquité, notamment ceux d'Éleusis, près de la cité d'Athènes. Le secret partagé doit unir les élèves dans ce qu'il définit d'abord comme une école de sagesse pour l'humanité, avec tout un programme d'études, puis comme perfectibilisme, avant de finalement opter pour Illuminaten. Rapidement, Weishaupt trouve que l'essor est trop lent alors que le temps presse. En effet, il se sent menacé personnellement et collectivement par les recrutements agressifs menés par le camp réactionnaire, incarné alors par les Rose-Croix d'Or, très marqués par l'irrationnel et le caractère mystique au sein de la communauté universitaire et des élites. Il faut donc accélérer le mouvement et le recrutement de nouveaux membres. Pour ce faire, Weishaupt et un aristocrate qui l'a rejoint, le baron von Knigge, décident de siphonner les effectifs des loges maçonniques qui sont alors en augmentation en Allemagne et en Europe en général, mais aussi en plein désarroi en raison de graves dissensions internes. À la pépinière que formait la première classe des Illuminaten s'en ajoute donc une seconde, dite franc-maçonnerie, qui clone littéralement l'apparence des loges et leurs rituels afin de rassurer les francs-maçons et de les recruter plus aisément. En revanche, ceux-ci doivent le plus souvent tout ignorer du but secret de l'ordre illuminé, l'Allemagne et l'Europe, en réformant la société et l'appareil d'État en profondeur. Une direction secrète, l'aéropage, coiffe l'ordre. Pédagogue et charismatique, Weishaupt est aussi un manipulateur qui sait la force du secret. C'est un argument publicitaire pour faire venir de nouveaux adeptes et c'est un moyen de gouverner l'ordre en cloisonnant son organisation interne. Les effectifs grimpent à plus de 2000 membres, mais les critiques fusent déjà contre les Illuminaten et précipitent leur interdiction après à peine une décennie d'existence. Les francs-maçons les accusent de faire main basse sur leur loge, ce qui est vrai. Des anciens adeptes s'opposent aussi publiquement au fondateur, auquel ils reprochent son anticléricalisme, mais aussi sa vanité et son arrogance. Certains États allemands commencent à s'inquiéter, car les recrutements se font désormais dans la haute administration, et même parmi les princes. Au printemps 1785, le prince électeur de Bavière condamne l'ordre des Illuminaten et décide de le contrer sur son propre terrain, le secret, en dévoilant les listes des membres, les archives de l'ordre, la correspondance de Weishaupt. Des descentes de police permettent en effet de trouver une importante documentation qui est publiée. D'une société à secret devenue secrète, on passe à une société hors la loi. La plupart des membres cessent toute activité, seule une poignée d'entre eux, autour du publiciste Johann Joachim Christoph Baudet, né en 1731, il mourra en 1793. Donc seule une poignée d'entre eux essayent de maintenir à flot l'ordre secret en tentant notamment de s'implanter en France et en Italie, sans grand succès. Malgré tout, il n'en faudra pas plus à Baruel pour indiquer que Bode est venu allumer la mèche lente de la Révolution française à Paris dès l'été 1787. Parmi les auteurs français de l'époque qui l'ont précédé figure le marquis de Luchet,
né en 1739, mort en 1792, ce marquis de Luchet qui a vécu longtemps en Allemagne. En 1789, il publie un essai sur la secte des Illuminés, où il se propose de dévoiler au public l'entreprise de subversion diabolique d'une société secrète des Lumières radicales, les Illuminaten, naturellement, rendue possible par son extraordinaire et insaisissable système de communication clandestine déployé à travers l'Europe comme par un fil électrique. Alors que l'opinion française est désorientée par le surgissement extraordinaire de 1789 et l'effondrement de ce qu'on va appeler désormais l'Ancien Régime, seule une conspiration proprement monstrueuse pouvait être à l'origine de cette catastrophe, et non une conjonction de causes complexes dont l'explication est difficile à présenter de manière simple au public. Surtout lorsqu'on ne dispose pas de la profondeur du temps long pour y réfléchir, mais que l'on est soi-même sous le choc de l'événement en cours. Avant même l'abbé Baruel, un autre religieux, le père Lefranc, né en 1739, mort en 1792, ce père Lefranc, qui est un eudiste de Normandie, surfe sur la vague de la dénonciation de Luchet. En 1791, il publie « Le voile levé pour les curieux » ou « Le secret de la Révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie », où l'on peut lire, je cite, « Il paraît que l'auteur de l'essai sur les Illuminés, le marquis de Luchet, qui a suivi ces sectaires dans les méandres de la rue Plâtrière à Paris, dans le conventicule de Wilhelmsbad, dans les nocturnales de Berlin, croit ces imposteurs capables, par le fanatisme ambitieux qui les guide, de faire la révolution la plus étonnante dans le gouvernement qui souffrira leurs assemblées. » Fin de citation. Comme Lefranc est une victime des massacres de septembre 1792, lorsque les révolutionnaires parisiens assassinent des centaines de prisonniers, la cause est entendue. Pour les opposants de la Révolution gagnés aux thèses conspirationnistes, il fallait faire taire Lefranc. Il a été depuis béatifié. Protégé par son exil outre-Manche, Baruel n'a plus qu'à rafler la mise avec ses mémoires. Il est d'ailleurs attentif au succès de librairie de son livre qu'il met à jour et fait traduire. Jean-Joseph Mounier, né en 1758 et mort en 1806, ancien député de l'Assemblée constituante, a beau réfuter en 1801 l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la Révolution de France, l'audience de son livre est bien inférieure à celle des thèses conspirationnistes. En 1806, un correspondant mystérieux, Simonini, suggère à Baruel d'ajouter à la liste des conspirateurs les premiers d'entre eux, les Juifs. Le mythe Illuminati est désormais relié à l'antijudaïsme traditionnel et à l'antisémitisme naissant. De proche en proche, par emprunt et réécriture successifs, la matrice du complotisme contemporain est désormais prête à l'emploi, redoutablement efficace. Elle se met à jour à chaque nouveau désordre du monde. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. À très bientôt sur Storia Voce.